« Madame, ces jumeaux vivent avec moi », dit la fillette, et tout changea. Sophie Leroy serrait le bras de son mari, Antoine, tandis que ses larmes coulaient sur la tombe en granit gris. 3 ans s'étaient écoulés depuis qu'ils avaient perdu leurs jumeaux, Gabriel et Louis. Mais la douleur restait aussi vive que le premier jour. Elle venait au cimetière tous les vendredis, portant toujours 2 petites fleurs jaunes qu'elle déposait soigneusement sur la tombe. C'est alors qu'ils entendirent une voix fluette et décidée derrière eux. « Madame, ces jumeaux vivent avec moi. » Sophie se retourna, effrayée, et vit une fillette d'environ 10 ans, aux cheveux ébouriffés et aux vêtements sales, pointant directement la photo encadrée sur la pierre tombale. La fillette avait la peau mate et brûlée par le soleil, les pieds nus couverts de terre, et un regard beaucoup trop sérieux pour son âge. Antoine s'essuya les yeux rouges et regarda la fillette avec un mélange de confusion et d'irritation. « Qu'as-tu dit, ma petite? Comment ça, ils vivent avec toi? »« J'ai dit que ces 2 enfants de la photo sont chez moi, » répéta-t-elle, s'approchant de la tombe. « Ils ne sont pas là-dedans, non, monsieur. Ils sont vivants, et ils vivent avec moi là-bas, dans le quartier des Tilleuls. » Sophie sentit ses jambes fléchir et s'appuya sur son mari. Son esprit rationnel disait que c'était impossible, mais son cœur de mère s'accéléra de façon désordonnée en entendant ces mots. « Ma petite, c'est une blague très cruelle, » dit Antoine, essayant de garder sa voix calme. « Nos fils ne sont plus là. »« Je ne plaisante pas, monsieur, » insista la fillette, sortant de sa poche un vieux téléphone portable fissuré. « Regardez ici. » Avec des doigts tremblants, elle manipula l'appareil cassé jusqu'à trouver une photo floue. Sur l'image défocalisée, on pouvait distinguer 2 petits garçons jouant dans un environnement simple, vêtus de vêtements propres mais modestes. Sophie arracha le téléphone des mains de la fillette, rapprochant l'écran de ses yeux myopes. Son cœur s'accéléra lorsqu'elle reconnut des traits familiers sur les visages de la photo. « Antoine, regarde ça. Ils ont la même forme de visage, la même couleur d'yeux, » murmura-t-elle, tremblante. « Sophie, n'importe quel enfant peut ressembler à un autre sur une mauvaise photo comme ça, » répondit-il. Mais sa voix trahissait un doute qu'il ne pouvait cacher. La fillette perçut l'hésitation du couple et continua de parler. Le plus petit a une marque de naissance sur la poitrine qui ressemble à une étoile, et les 2 dorment toujours collés l'un à l'autre, se serrant dans les bras, dit-elle, observant attentivement la réaction des 2 adultes. Sophie laissa échapper un cri étouffé. Seuls elle et Antoine connaissaient la marque de naissance de Louis, et l'habitude des jumeaux de dormir enlacés était une chose qu'ils n'avaient jamais commentée avec personne, en dehors de la famille. « Comment sais-tu cela ?» demanda Sophie, se sentant au bord de l'évanouissement. « Parce que je m'occupe d'eux depuis 6 mois, » répondit la fillette naturellement. « Ils sont apparus là-bas chez moi, en pleurant, et en appelant maman et papa sans arrêt. Au début c'était difficile, mais maintenant, ils m'obéissent bien. » Antoine rapprocha son épouse, essayant de traiter cette information impossible. « Comment t'appelles-tu, ma petite ?»« Chloé. Et les enfants m'appellent Sœur Loulou. Ils ont 3 ans maintenant, n'est-ce pas? Ils parlent beaucoup et mangent tout seuls. » Sophie sentit le monde tourner en entendant l'âge correct de ses fils. S'ils étaient en vie, ils auraient vraiment exactement 3 ans à ce moment-là. « Chloé, où exactement as-tu trouvé ces enfants ?» demanda Antoine, essayant de maintenir son objectivité malgré le tourbillon d'émotions. « Dans la fourgonnette abandonnée près de la gare routière, » répondit-elle, bougeant ses pieds nus. Ils étaient seuls, affamés et très effrayés. Personne n'est venu les chercher. Alors, je les ai emmenés à la maison. Antoine et Sophie échangèrent un regard lourd de sens. 3 ans auparavant, lorsque les jumeaux avaient disparu, il y avait eu des signalements d'une fourgonnette abandonnée juste dans cette zone. Mais aucune enquête n'avait abouti à des conclusions définitives. « Chloé, peux-tu nous emmener voir ces enfants ?» demanda Sophie, la voix brisée. La fillette recula de quelques pas, méfiante. « Vous allez appeler la police ?»« Non, nous n'appellerons personne, » assura Antoine. « Nous voulons juste voir s'ils sont vraiment nos fils. Et si ce sont vraiment vos fils, vous allez les prendre et me laisser seul ?» demanda Chloé, révélant une peur profonde derrière son apparente bravoure. Sophie s'agenouilla à la hauteur de la fillette, tenant délicatement ses petites épaules. « Chloé, si ce sont vraiment nos enfants, tu leur as sauvé la vie. Nous ne pourrions jamais t'abandonner après quelque chose comme ça. » La fillette étudia le visage sincère de Sophie pendant quelques secondes avant d'acquiescer fermement. « D'accord, mais vous promettez que vous ne leur ferez pas de mal et que vous ne me laisserez pas tomber. »« Nous le promettons, » dit Antoine, surpris par la conviction dans sa propre voix. Le trajet jusqu'au quartier des Tilleuls prit 40 minutes dans un autobus bondé. Pendant le voyage, Chloé raconta plus de détails sur la façon dont elle s'occupait des jumeaux,
Elle travaillait en ramassant des canettes et du carton pendant la journée, tandis qu'une voisine âgée surveillait les enfants. Le soir, elle revenait toujours avec un peu de nourriture qu'elle réussissait à acheter ou qu'on lui donnait. « Et comment réussis-tu à les baigner? À leur changer les vêtements ?» demanda Sophie, impressionnée par la responsabilité de la fillette. « Madame Dubois m'a appris. Elle a 12 enfants et connaît tout sur les bébés. C'est elle qui m'a aidé à préparer le biberon au début, quand ils étaient encore plus petits. » Harry thinks you're provided Nova. Antoine observait le paysage urbain changer progressivement à mesure qu'ils approchaient de la périphérie. Des maisons simples, des rues en terre battue, et le mouvement caractéristique d'une communauté ouvrière se déployait par la fenêtre de l'autobus. « Chloé, as-tu d'autres membres de ta famille ?» demanda-t-il. « Seulement ma grand-mère, mais elle est très malade. C'est pour ça que je dois travailler pour lui acheter des médicaments et de la nourriture pour tout le monde, » répondit la fillette, sans la moindre once d'apitoiement dans la voix. Lorsqu'ils descendirent de l'autobus, Sophie sentait ses jambes trembler à cause de l'anxiété et de l'attente. Chaque pas vers la cabane de Chloé augmentait son agitation entre l'espoir et la peur d'une nouvelle désillusion. La maison était une construction simple en bois et en tôle, mais entretenue avec un soin visible. Il y avait un petit jardin improvisé devant, avec des boîtes colorées servant de pots de fleurs pour quelques plantes. « Gabriel, Louis !» cria Chloé en s'approchant de la porte. « Votre sœur est rentrée. » Antoine sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale en entendant les prénoms de ses fils sortir de la bouche de la fillette. 2 petits garçons apparurent en courant de l'intérieur de la maison. Sophie porta sa main à sa bouche, étouffant un cri d'émotion. C'étaient eux. Sans l'ombre d'un doute, c'étaient ses fils. Les jumeaux avaient grandi, étaient plus grands et avec des visages plus définis, mais ils conservaient les caractéristiques inconfondables qu'elle gardait en mémoire et dans son cœur. Gabriel, toujours plus extraverti, fut le premier à arriver jusqu'à Chloé, serrant ses jambes. Louis, plus réservé, resta un peu en arrière, observant les adultes inconnus avec une curiosité mêlée de méfiance. « Qui sont-ils, sœur Loulou ?» demanda Gabriel, pointant Sophie et Antoine. Chloé regarda le couple, demandant une permission silencieuse pour expliquer la situation. « Ce sont des amis qui sont venus vous rendre visite, » dit-elle, évitant pour l'instant des explications plus complexes. Sophie s'agenouilla lentement, craignant d'effrayer les enfants qu'elle avait portés dans son ventre et allaités pendant leurs premiers mois de vie. « Bonjour, mes amours » murmura-t-elle, les larmes coulant librement. Louis, le plus timide, se cacha complètement derrière Chloé, tandis que Gabriel maintenait une distance prudente mais curieuse. Antoine, homme pratique habitué, c'étaient 2 personnes très élégantes qui étaient descendues d'une voiture noire, une dame âgée et un homme en costume. Ils ont fait monter les enfants dans la fourgonnette et sont partis rapidement. La description fit qu'Antoine et Sophie échangèrent un regard lourd de soupçons. La belle-mère de Sophie portait toujours des vêtements chers et se déplaçait avec un chauffeur particulier qui conduisait une voiture sombre. « Chloé, te souviendrais-tu de ces personnes si tu les revoyais ?» demanda Sophie, essayant de contrôler la rage qui montait dans sa poitrine. « Oui, je m'en souviens. La dame avait les cheveux blancs bien coiffés et un sac très cher. L'homme était grand et mince, répondit la fillette, avec la mémoire vive de celle qui avait dû apprendre à observer les détails pour survivre. Antoine sentit un froid dans son estomac en réalisant que la description coïncidait parfaitement avec sa belle-mère, Madame Geneviève, et son chauffeur, Monsieur Bernard. « Sophie, nous devons parler en privé, » murmura-t-il à l'oreille de son épouse. Ils s'éloignèrent vers le petit patio où Antoine exprima ses soupçons sur l'implication de sa belle-mère dans la disparition des jumeaux. « Tu crois que ma mère serait capable de faire quelque chose comme ça ?» demanda Sophie, incrédule. « Tu te rappelles comment elle insistait sur le fait que vous deviez rapidement surmonter la perte des enfants? Comment elle disait toujours qu'il valait mieux aller de l'avant au lieu de chercher davantage? » Antoine énumérait les soupçons qui s'étaient accumulés. « Et à cette époque, tu étais très fragile à cause de la dépression postpartum. » Elle avait accès à tous les documents et décisions. Sophie eut la nausée en réalisant que les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. Sa mère avait réellement pris le contrôle total de ses décisions pendant les mois les plus difficiles de la dépression, même concernant des affaires liées aux enfants. « Mais pourquoi ferait-elle une chose pareille ?» demanda Sophie, se résistant encore à l'idée. « Tu te souviens comment elle disait toujours que les jumeaux donneraient beaucoup de travail? Que tu n'étais pas préparé à élever 2 enfants en même temps ?» Antoine continua de connecter les souvenirs. « Et elle a toujours eu des contacts à la mairie, dans les bureaux de l'administration. » La compréhension de la trahison fut comme un coup de poing dans l'estomac de Sophie. Toutes les fois où sa mère avait découragé les recherches, toutes les fois où elle avait suggéré d'accepter que les enfants étaient dans un endroit meilleur,
prenait maintenant une signification sinistre et calculée. Ils retournèrent à l'intérieur de la maison, où ils trouvèrent les jumeaux déjà endormis, enlacés l'un à l'autre, exactement comme Chloé l'avait décrit. La fillette veillait à bien les couvrir tout en vérifiant qu'ils étaient confortables. « Chloé, demain nous aimerions revenir ici, est-ce possible ?» demanda Sophie. « Bien sûr, mais vous n'allez pas essayer de les emmener tout de suite, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle avec une anxiété évidente. « Nous ne ferons rien de précipité, » assura Antoine. « D'abord, nous devons bien comprendre ce qui s'est passé et comment résoudre cela de la meilleure façon pour tout le monde. » Pendant le retour à la maison dans l'autobus de nuit moins fréquenté, Antoine et Sophie firent des plans pour enquêter sur l'implication de la belle-mère et pour se rapprocher progressivement de leur fils sans les traumatiser. « Antoine, si ma mère a vraiment fait ce que nous pensons, je ne pourrai jamais lui pardonner, » dit Sophie en essuyant des larmes de rage. « D'abord, assurons-nous, après nous déciderons quoi faire, » répondit-il. Mais intérieurement, il savait déjà qu'il confronterait Madame Geneviève le lendemain. Le lendemain matin, Antoine demanda un congé à son travail et se rendit directement à l'appartement luxueux de sa belle-mère. Madame Geneviève le reçut avec son mélange habituel de cordialité forcée et de supériorité déguisée. « Quelle surprise, Antoine! Qu'est-ce qui t'amène ici si tôt ?»« Nous avons retrouvé Gabriel et Louis, dit-il sans détour, observant attentivement sa réaction. Madame Geneviève pâlit visiblement avant d'essayer de se ressaisir. « Comment ça, vous les avez retrouvés ?»« Antoine, tu sais que c'est impossible. Vous devez arrêter avec cette fantaisie et aller de l'avant. Ils sont vivants, Madame Geneviève. Une fillette de la rue les a trouvés abandonnés dans une fourgonnette il y a 6 mois, continua Antoine, remarquant que ses mains tremblaient légèrement. Ça, c'est ridicule. N'importe quel enfant peut ressembler à un autre, balbutia-t-elle. Mais sa voix avait perdu toute fermeté. La fillette a parfaitement décrit la personne qui les a abandonnés là. Une dame bien vêtue aux cheveux blancs, avec un sac cher, accompagnée d'un chauffeur grand et mince. Antoine prononça chaque mot lentement, voyant la terreur grandir dans les yeux de sa belle-mère. Madame Geneviève se leva brusquement du fauteuil, marchant nerveusement vers la fenêtre. « Antoine, tu ne comprends pas la situation telle qu'elle était réellement. Alors, explique-la-moi, » exigea-t-il, gardant sa voix contrôlée malgré la rage qui bouillait à l'intérieur. Madame Geneviève prit de longues minutes avant de se retourner et d'affronter Antoine. Sophie était très malade. Sa dépression empirait chaque jour, et tu travaillais tout le temps. Ses enfants ne recevaient pas les soins appropriés. Ça ne te donnait pas le droit de décider pour nous, répondit Antoine froidement. J'ai fait ce qui était le mieux pour tout le monde, explosa-t-elle, révélant finalement sa vraie nature. J'ai trouvé une famille riche qui voulait adopter des jumeaux. Ils auraient une belle vie avec des ressources que vous ne pourriez jamais offrir. Antoine ressentit une rage si intense qu'il dut s'agripper au dossier de la chaise pour ne pas faire quelque chose qu'il regretterait. Comment as-tu obtenu les documents? Comment as-tu falsifié l'autorisation de Sophie? Madame Geneviève baissa les yeux, honteuse pour la première fois. Je connais des gens dans les services compétents. Sophie était tellement sous médicaments qu'elle ne remarquait même pas ce qu'elle signait. Il était facile d'inclure quelques papiers supplémentaires parmi les documents médicaux. Et qu'est-ce qui a mal tourné? Pourquoi les enfants ont-ils fini abandonnés? Exigea de savoir Antoine. La famille qui devait les adopter a changé d'avis à la dernière minute. Ils ont dit qu'ils n'étaient pas prêts pour la responsabilité. Bernard aurait dû emmener les enfants à un orphelinat, mais il a hésité. Mais quoi, Geneviève? Mais nous avons paniqué. S'ils allaient dans un orphelinat officiel, il y aurait une enquête, une trace de papier. Bernard a suggéré de les laisser dans un endroit où quelqu'un les trouverait rapidement et s'en occuperait. Antoine ressentit du dégoût pour la froideur calculée derrière chaque décision. Tu as condamné tes propres petits-fils à vivre dans la rue parce que tu étais préoccupé par ta propre protection? J'ai pensé que quelqu'un de responsable les trouverait et s'en occuperait correctement, tenta-t-elle de se justifier. Je n'ai jamais imaginé qu'une fillette. Une fillette a fait ce que tu aurais dû faire depuis le début, l'interrompit Antoine. Elle s'est occupée d'eux avec amour et dévouement. Antoine, tu dois comprendre que je voulais seulement le meilleur pour tout le monde. Sophie était détruite. Tu étais surchargé. Le mieux aurait été de nous aider à prendre soin des enfants, pas de nous les voler, cria-t-il, perdant finalement le contrôle. Madame Geneviève s'assit lourdement, semblant vieillir de 10 ans en quelques minutes. Je ne savais pas qu'ils avaient été laissés dans les rues. Bernard m'a dit qu'ils avaient trouvé une bonne famille. Où est Bernard maintenant? Demanda Antoine. Il est parti de la ville peu après. Il a dit qu'il ne voulait plus s'impliquer dans la situation, murmura-t-elle. Antoine comprit qu'il avait toutes les informations nécessaires.
Il devait maintenant décider comment procéder sans détruire complètement Sophie dans le processus. Geneviève, tu vas corriger cette situation. Tu vas nous aider à récupérer légalement la garde des enfants et tu vas faire face à toutes les conséquences de tes actes. Et si je ne coopère pas, demanda-t-elle, essayant encore de garder une once de contrôle. Alors j'amènerai cette affaire devant la justice et j'exposerai publiquement tout ce que tu as fait, répondit Antoine avec fermeté. Tu choisis. Tu corriges la situation en famille ou tu fais face aux conséquences légales. Madame Geneviève hocha lentement la tête, vaincue pour la première fois de sa vie. Antoine rentra chez lui portant le poids de la révélation. Raconter la vérité à Sophie détruirait à jamais sa relation avec sa propre mère, mais elle avait le droit de savoir ce qui s'était passé. Sophie était dans la cuisine, préparant une valise avec des vêtements d'enfant qu'elle avait compulsivement achetés ce matin-là. « Comment s'est passée ta rencontre avec ma mère ?» demanda-t-elle sans lever les yeux des petites affaires. Antoine s'assit à côté d'elle, prit ses mains et raconta toute la vérité, mot pour mot. Il vit son épouse traverser toutes les étapes du deuil. Déni, colère, négociation, dépression, et finalement, une détermination froide qu'il n'avait jamais vue en elle. « Je veux la confronter personnellement », dit Sophie après un long silence. « Es-tu sûr ?»« Oui, et je veux que Chloé soit présente. Elle mérite de voir le visage de la personne qui a failli détruire sa vie et celle de mes fils. » Le lendemain, le trio inhabituel se dirigea vers l'appartement de Madame Geneviève. Antoine conduisait en silence, Sophie essayant de contrôler son anxiété, et Chloé observant attentivement les immeubles élégants du quartier chic. « C'est ici que vit la femme qui a abandonné les enfants ?» demanda Chloé lorsqu'ils s'arrêtèrent devant l'immeuble. « Oui, » répondit Sophie. « Chloé, tu n'es pas obligée de faire cela si tu ne veux pas. Si, je veux. Je veux qu'elle voie que les enfants ont été bien soignés malgré elle. » répondit la jeune fille avec une maturité impressionnante. Madame Geneviève ouvrit la porte, sachant déjà ce qui l'attendait. Son visage se tordit dans un mélange de culpabilité et de surprise en voyant Chloé. « Maman, je veux que tu regardes bien cette fille, » dit Sophie d'une voix contrôlée mais chargée d'émotion. « Elle a 10 ans et a fait ce que tu aurais dû faire. Elle a pris soin de tes petits-fils avec amour. Sophie, laisse-moi t'expliquer. » « Non, » l'interrompit Sophie. « Tu vas écouter. Chloé, raconte-lui comment tu as pris soin de mes fils. » Chloé regarda directement dans les yeux de Madame Geneviève, sans s'intimider malgré la différence sociale évidente. « Je les ai trouvés en pleurs et affamés. Depuis, je travaille tous les jours en ramassant des matériaux recyclables pour acheter de la nourriture, des médicaments et des couches. Je leur apprends à se brosser les dents, à se baigner, à dire de nouveaux mots. Quand ils font des cauchemars, je reste éveillé, les caressant jusqu'à ce qu'ils se rendorment. » Madame Geneviève ne pouvait maintenir le contact visuel avec la fillette, la honte pesant sur elle comme une montagne. « Et savez-vous quoi d'autre ?» continua Chloé. « Ce sont des enfants heureux, ils rient, ils jouent, ils m'aident avec les tâches. Ils ne savent pas que vous avez essayé de vous débarrasser d'eux, car je me suis assuré qu'ils se sentent aimés dès le premier jour. » Sophie ressentit une immense fierté pour la courageuse fillette qui avait sauvé ses fils. « Maman, tu vas faire ce qui suit, » dit Sophie avec une autorité qui surprit même Antoine. « Tu vas gérer tous les documents nécessaires pour régulariser la situation de mes fils. Tu vas couvrir les frais légaux et médicaux nécessaires. Et tu ne te mêleras plus jamais de ma famille. Sophie, s'il te plaît, je suis ta mère. » « Une mère ne vole pas ses petits-enfants à sa propre fille, » répliqua Sophie. « Une mère ne ment pas et ne manipule pas lorsque sa fille est vulnérable. Tu as pris ta décision il y a 3 ans. Maintenant, fais face aux conséquences. » Madame Geneviève tenta de s'approcher de Chloé. Être dans une tentative d'établir une connexion humaine qui apaiserait sa culpabilité. « Petite, tu les as bien soignés. » Chloé fit un pas en arrière, gardant ses distances. « Je n'ai rien fait d'extraordinaire. Toute personne avec un cœur ferait la même chose. La différence, c'est que je ne les ai pas abandonnés quand c'est devenu difficile. » La froideur dans la voix de la fillette fit reculer Madame Geneviève, comprenant finalement la gravité de ce qu'elle avait fait. Les jours suivants furent intenses et émotionnellement épuisants. Antoine et Sophie devaient naviguer dans la bureaucratie légale pour régulariser la situation de leur fils, tout en travaillant simultanément à se rapprocher des enfants qui ne les reconnaissaient plus. Chloé devint le pont émotionnel entre les parents et les jumeaux. Elle expliquait aux enfants avec des mots simples et affectueux qu'Antoine et Sophie étaient des personnes spéciales qui les aimaient beaucoup. « Gabriel, Louis, vous savez que sœur Loulou vous aime beaucoup, n'est-ce pas ?» dit-elle un après-midi alors qu'ils jouaient tous les 4 dans le petit patio. « Nous savons, » répondirent les jumeaux à l'unisson. « Alors, vous devez savoir qu'oncle Antoine et tante Sophie vous aiment aussi.
Ils ont pris soin de vous quand vous étiez de très petits bébés. Louis, toujours le plus observateur, demanda « Comment ont-ils pris soin de nous si nous avons toujours vécu ici ?» Chloé regarda Sophie, cherchant de l'aide pour expliquer une situation si complexe pour de si jeunes esprits. « Parfois, les familles se séparent pendant un temps, mais l'amour ne se termine jamais, » dit Sophie en s'agenouillant à la hauteur des enfants. « Vous viviez avec nous avant de venir vivre avec Loulou et maintenant, nous nous sommes retrouvés. » Gabriel, toujours plus direct, demanda « Vous allez nous emmener loin de sœur Loulou ?» La question qu'il craignait le plus avait finalement été posée. Antoine et Sophie se regardèrent avant de répondre. « Nous voulons que nous soyons une grande famille, » dit Antoine. « Vous, Loulou, nous, tous ensemble. Loulou va aussi vivre dans notre maison ?» demanda Louis, plein d'espoir. « Si elle le veut, » répondit Sophie, regardant affectueusement la fillette qui était devenue bien plus qu'une gardienne. Chloé sentit des larmes monter dans ses yeux pour la première fois depuis qu'ils s'étaient rencontrés. « Vous voulez vraiment que je vive avec vous ? Chloé, tu as sauvé nos fils. Tu fais partie de cette famille maintenant si tu acceptes, » dit Sophie avec sincérité. L'adaptation ne fut facile pour personne. Antoine et Sophie louèrent temporairement une maison plus grande dans le quartier des Tilleuls même, afin que la transition soit moins traumatisante pour les enfants. Les premiers jours furent remplis de défis. Les jumeaux furent surpris d'avoir une salle de bain à l'intérieur de la maison, de l'eau chaude au robinet, et plus de jouets qu'ils ne pouvaient en utiliser. Chloé luttait contre des sentiments d'inadéquation, pensant qu'elle ne méritait pas tant de commodité. « Chloé, tu peux utiliser la salle de bain toutes les fois que tu veux, » dit Sophie un matin, remarquant que la fillette demandait encore la permission pour tout. « C'est que je n'ai jamais eu de salle de bain juste pour moi, » avoua-t-elle. « Je devais toujours utiliser celle de Madame Dubois ou du voisin. » Sophie sentit son cœur se serrer, en imaginant les difficultés que cette fillette courageuse avait affrontées. « Maintenant tu en as une, et tu as ta propre chambre, des vêtements propres, de la nourriture dans le réfrigérateur, tout ça est à toi aussi. » Progressivement, les jumeaux commencèrent à accepter Antoine et Sophie comme figures d'autorité et d'affection. Ils couraient encore d'abord vers Chloé lorsqu'ils se blessaient ou s'effrayaient, mais ils commencèrent à inclure les parents biologiques dans leurs jeux et leurs routines. Le moment décisif arriva une nuit où Louis fit un cauchemar. Il se réveilla en pleurant et, par instinct, appela « Maman, maman !» Sophie courut à la chambre, trouvant Chloé là, consolant l'enfant. Mais lorsque Louis la vit, il tendit ses petits bras vers elle. « Maman, j'ai rêvé que des hommes méchants voulaient emmener sœur Loulou » sanglota-t-il. Sophie le prit dans ses bras, sentant pour la première fois en 3 ans le poids réconfortant de son fils contre sa poitrine. « Personne ne va enlever Loulou de vous » murmura-t-elle. « Nous allons rester ensemble pour toujours maintenant. » Antoine se réveilla avec le bruit et trouva la scène qu'il avait tant de fois rêvée. Son épouse consolant son fils au milieu de la nuit. Chloé, au lieu de se sentir exclue, sourit satisfaite de voir la famille se reconnecter. « Louis, veux-tu que papa te prépare un chocolat chaud ?» proposa Antoine. L'enfant le regarda et acquiesça, utilisant consciemment le mot « papa » pour la première fois. À partir de cette nuit, les choses commencèrent à couler plus naturellement. Les jumeaux commencèrent à appeler Antoine et Sophie « papa » et « maman », mais gardèrent Chloé comme sœur Loulou, établissant une hiérarchie affective qui respectait son rôle dans leur vie. Madame Dubois, la voisine âgée qui avait aidé Chloé à prendre soin des enfants, fut incluse dans la famille élargie. Sophie insista pour payer le traitement médical de la dame, reconnaissant sa contribution fondamentale à maintenir les jumeaux en bonne santé. Chers auditeurs, si vous aimez l'histoire, profitez-en pour laisser votre like et surtout, vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup, nous qui commençons maintenant. Continuons. 6 mois après la réunification, la famille affronta sa première grande épreuve. Chloé tomba gravement malade d'une pneumonie, résultat d'années de malnutrition et d'exposition au froid et à l'humidité. Les jumeaux devinrent inconsolables lorsqu'ils virent Chloé être emmenée à l'hôpital. « Pourquoi sœur Loulou ne peut-elle pas rester à la maison ?» demandait Gabriel en pleurant. « Parce qu'elle a besoin de médicaments spéciaux qu'on ne trouve qu'à l'hôpital », expliqua Sophie, cachant sa propre angoisse. Pendant les 5 jours où Chloé fut hospitalisée, Antoine et Sophie durent assumer complètement le soin des jumeaux. Ce fut une période d'épreuve intense, mais aussi de rapprochement définitif. Louis surtout cherchait constamment Sophie, lui demandant de lire des contes et de lui faire des câlins de la manière dont Chloé le faisait. Gabriel s'attacha à Antoine, voulant aider dans toutes les tâches et imitant ses gestes. Lorsque Chloé revint enfin de l'hôpital, faible mais rétablie, elle trouva une famille encore plus unie. « Sœur Loulou, maman nous a lu des contes tous les jours », raconta Louis, agrippé à son cou. « Et papa nous a appris à faire des sandwichs », compléta Gabriel.
Chloé regarda Antoine et Sophie avec gratitude et un nouveau type de respect. « Vous avez bien pris soin de nos enfants, dit-elle, utilisant consciemment « nos » pour la première fois. « Nous sommes une famille, Chloé. Nous prenons soin les uns des autres, » répondit Sophie. Le processus légal pour régulariser la situation des enfants prit presque 1 an. Madame Geneviève tint parole, fournissant tous les documents nécessaires et couvrant les frais. Mais la relation avec Sophie fut définitivement détruite. Lors d'une des dernières audiences, le juge demanda directement aux jumeaux où ils voulaient vivre. « Avec maman, papa et sœur Loulou », répondit Gabriel sans hésiter. « Tous ensemble dans la grande maison », compléta Louis. Le juge, un homme expérimenté qui avait vu de nombreux cas compliqués, sourit en assistant à une réunification familiale aussi authentique. « Et toi, Chloé ?» demanda-t-il. « Acceptes-tu d'être officiellement adoptée par Antoine et Sophie ?» Chloé regarda la famille qui s'était formée de manière si improbable. « J'accepte, mais je veux continuer d'être la grande sœur des enfants. »« Bien sûr, » assura Sophie. « Tu seras toujours la grande sœur, et la plus courageuse aussi. » L'adaptation à la vie de la classe aisée apporta des défis uniques pour chaque membre de la famille. Chloé dut apprendre à utiliser des appareils électroménagers, à étudier dans une école privée, à côtoyer des personnes qui n'avaient jamais fait face à des difficultés économiques. Parfois, elle se sentait déplacée et inadéquate. « Sophie, les mères des autres enfants me regardent bizarrement, » commenta-t-elle un après-midi en rentrant de l'école. « Pourquoi penses-tu ça? Elles savent que je suis adoptée et que je m'occupais des enfants dans la rue. Certaines posent des questions sur comment c'était de vivre dans le quartier. » Sophie ressentit de la colère face aux attitudes pleines de préjugés, mais essaya de transformer cela en une leçon pour Chloé. « Chloé, tu as une histoire qui devrait être un motif de fierté, pas de honte. Combien d'enfants de 10 ans auraient le courage et l'amour suffisants pour faire ce que tu as fait? Mais elle parle comme si j'étais une pauvre petite chose, tu sais? Comme si j'étais moins qu'elle. » Antoine, qui avait entendu la conversation, se joignit à elle. « Chloé, les personnes qui jugent les autres pour leur origine ou leur passé sont des personnes petites à l'intérieur. Tu es plus forte et plus courageuse que n'importe laquelle de ces femmes. » Avec le temps, Chloé apprit à gérer le préjugé subtil mais constant de certaines personnes de la nouvelle classe sociale. Elle développa une confiance silencieuse en sa propre valeur, sachant qu'elle avait affronté des défis que la plupart des gens ne pouvaient même pas imaginer. Les jumeaux, de leur côté, s'adaptèrent plus facilement au nouveau niveau de vie. Ils allaient à l'école privée, prenaient des cours de natation, avaient des jouets de qualité, mais démontraient toujours une affection spéciale pour les choses simples qui leur rappelaient l'époque avec Chloé dans la communauté. « Maman, peux-tu faire des frites avec un œuf au plat aujourd'hui ?» demandait Louis parfois. « C'est le plat que sœur Loulou nous faisait », expliquait Gabriel. Sophie répondait toujours aux demandes, comprenant que ces plats simples représentaient des souvenirs affectifs importants pour ses fils. Antoine transforma son petit cabinet de conseil en une entreprise axée sur la responsabilité sociale. Il commença à embaucher des jeunes des communautés défavorisées, inspirés par l'expérience avec Chloé et motivés par un nouveau sens du but. « Pourquoi as-tu changé l'orientation de l'entreprise ?» demanda un ancien client. « Parce que j'ai découvert qu'il y a du talent et du potentiel dans des endroits où nous ne cherchons jamais, » répondit Antoine. « Ma fille aînée m'a appris ça. » Sophie, qui avait lutté contre la dépression pendant des années, trouva une nouvelle énergie en prenant soin de la famille élargie. Elle commença à travailler comme bénévole dans des projets de soutien aux familles séparées par des problèmes bureaucratiques, utilisant son expérience pour aider d'autres parents. 2 ans après la réunification, la famille reçut une nouvelle inattendue. Monsieur Bernard, l'ex-chauffeur de Madame Geneviève, avait été arrêté dans une autre ville pour implication dans un système de falsification de documents d'adoption. « Il faisait la même chose qu'il vous a fait », expliqua l'avocat lors d'une réunion. Plusieurs autres familles ont été touchées. Antoine et Sophie décidèrent de témoigner dans le processus, à la fois pour chercher justice et pour éviter que d'autres parents ne traversent la souffrance qu'ils avaient affrontée. Pendant le procès, Chloé demanda à témoigner. « Juge, puis-je dire quelque chose ?» demanda-t-elle, surprenant tout le monde par son initiative. « Oui, ma fille. Cet homme-là, dit-elle en pointant Bernard, croyait qu'il jetait des ordures lorsqu'il a laissé les enfants dans la fourgonnette. Mais il ne savait pas qu'il me donnait les plus beaux cadeaux de ma vie. » Le témoignage ému de Chloé fut rapporté dans les journaux locaux, la transformant en un symbole de courage et de détermination. Plusieurs familles qui avaient traversé des situations similaires cherchèrent Antoine et Sophie, créant un réseau de soutien pour les cas de séparation familiale irrégulière. Madame Geneviève,
faisant face aux conséquences légales de ses actions, tenta un dernier rapprochement avec sa fille. « Sophie, je sais que je ne mérite pas le pardon, mais je veux que tu saches que je pensais réellement que je faisais le meilleur. »« Mère, tu as détruit 3 ans de notre vie, » répondit Sophie froidement. « Tu m'as volé les premiers pas, les premiers mots, les premiers mamans de mes fils. Ça ne reviendra jamais. Je sais, mais peu. Être dans le futur. Tu as pris ta décision lorsque tu as cru savoir mieux que nous ce qui était bon pour nos propres enfants. Maintenant, vis avec les conséquences. » Madame Geneviève tenta de faire appel à la compassion de sa petite fille adoptive. « Chloé, pourrais-tu m'aider à parler à ta maman ?» Chloé regarda la dame avec la maturité que la vie lui avait imposée. « Madame, Sophie est ma maman maintenant, et une vraie maman protège ses enfants. Vous l'avez blessée, vous avez blessé les enfants et vous avez aussi essayé de me blesser. Nous n'avons pas besoin de personnes qui blessent dans notre famille. » La réponse définitive de Chloé mit fin à toute possibilité de réconciliation avec Madame Geneviève. Au 3e anniversaire de la réunification familiale, Antoine organisa une fête spéciale. Il invita Madame Dubois, les voisins de l'ancienne communauté qui avaient aidé Chloé, et quelques familles qu'ils avaient rencontrées à travers le projet de soutien aux séparations familiales irrégulières. « Pourquoi as-tu invité tant de monde ?» demanda Sophie, voyant la maison pleine de personnes de différentes classes sociales. « Parce que notre famille n'est pas seulement nous 4. Notre famille, ce sont toutes les personnes qui nous ont aidés, qui nous ont soutenus, qui ont fait partie de notre histoire. » Pendant la fête, Gabriel et Louis, maintenant âgés de 6 ans, jouaient naturellement avec des enfants d'origines différentes. Chloé, à 13 ans, était devenue une adolescente sûre d'elle, qui aidait d'autres enfants en situation de vulnérabilité à travers le projet social de la famille. « Chloé, regrettes-tu quelque chose ?» demanda Sophie, observant sa fille adoptive converser naturellement avec des personnes de tous âges. « Je regrette de ne pas avoir trouvé les enfants plus tôt, » répondit-elle sans hésiter. « Plus longtemps j'aurais pris soin d'eux, mieux cela aurait été. Et pour le reste, la vie difficile, les difficultés? Non, tout cela m'a appris à valoriser ce qui est vraiment important. La famille, l'amour, prendre soin les uns des autres. Il y a beaucoup de gens riches qui n'ont jamais appris ça. » Antoine, écoutant la conversation, ressentit une immense fierté pour la sagesse de sa fille aînée. « Chloé, quand tu seras grande, que veux-tu être? »« Je veux travailler avec des enfants qui ont perdu leur famille, comme c'est arrivé aux enfants. Je veux les aider à trouver un vrai foyer. » Pendant la fête, Madame Dubois, maintenant avec une santé stable grâce au traitement médical payé par la famille, raconta des histoires des premiers mois où Chloé s'occupait des jumeaux. « Les gens, vous n'avez aucune idée de ce qu'a traversé cet enfant, » dit-elle en désignant affectueusement Chloé. « Je la voyais sortir à l'aube pour ramasser du matériel recyclable, revenir en courant pour donner le petit déjeuner aux enfants, repartir travailler, revenir pour leur donner le déjeuner. Et elle ne se plaignait jamais ?» demanda l'une des femmes présentes. « Jamais. Au contraire, elle chantait pour les enfants, inventait des jeux, les faisait rire même quand elle était morte de fatigue. » Antoine et Sophie échangèrent des regards émus, comprenant une fois de plus la dimension du sacrifice que Chloé avait fait. Le soir, quand tous les invités furent partis, la famille se réunit dans le salon pour parler de la journée. « Les gens, c'était une très belle fête, » dit Louis, fatigué mais heureux. « Et il y avait beaucoup de gâteaux, » compléta Gabriel, faisant rire tout le monde. « Les enfants, savez-vous pourquoi nous avons fait cette fête ?» demanda Antoine. « Pour l'anniversaire de notre famille, » répondit Gabriel. « Exactement, il y a 3 ans, notre famille s'est retrouvée grâce au courage de Loulou. »« Papa, raconte l'histoire de comment sœur Loulou nous a trouvés, » demanda Louis, comme il le faisait toujours quand il voulait entendre parler de leurs premières années de vie. Antoine raconta une fois de plus l'histoire, s'émouvant toujours en arrivant à la partie où Chloé décida de prendre soin de 2 enfants abandonnés, alors qu'elle était elle-même une enfant. « C'est pour ça que Loulou est notre héroïne, » conclut-il, faisant rougir Chloé de honte et de fierté. « Je ne suis pas une héroïne. J'ai juste fait ce que n'importe qui ferait, » protesta-t-elle comme toujours. « Loulou, tout le monde ne ferait pas ce que tu as fait, » dit Sophie avec sérieux. « La plupart des gens auraient cherché les autorités ou auraient continué leur chemin. Toi, tu t'es arrêté, tu as assumé la responsabilité et tu as sauvé la vie de nos enfants. » Cette nuit-là, après avoir couché les jumeaux, Antoine et Sophie parlèrent de la façon dont leurs vies avaient changé. « Crois-tu que nous sommes de meilleures personnes maintenant ?» demanda Sophie. « Sans aucun doute. Avant, nous vivions dans une bulle. Nous pensions que l'argent résolvait tout, que les problèmes sociaux n'étaient pas notre responsabilité, » répondit Antoine. « Chloé nous a appris que l'amour et le dévouement valent plus que n'importe quelle chose matérielle.
Et elle nous a appris que la famille, ce n'est pas seulement le sang. C'est celui qui choisit de rester, celui qui choisit de prendre soin, celui qui choisit d'aimer. Dans la 4e année après la réunification, la famille affronta un nouveau défi. Chloé, maintenant âgée de 14 ans, commença à montrer de l'intérêt à connaître ses origines biologiques. « Sophie, ça te dérange si j'essaye de découvrir qui étaient mes vrais parents ?» demanda-t-elle un après-midi. « Chloé, nous sommes ta vraie famille maintenant. Mais si tu veux connaître ton histoire, nous t'aidons. C'est que parfois je suis curieuse, tu sais, d'où je viens, pourquoi j'étais seule. Thanks for watching. And sharing from either. And sharing from either. » Antoine se joignit à la conversation, percevant l'importance de ce moment pour Chloé. « Chloé, tu as tout à fait le droit de vouloir connaître tes origines. Ça ne change rien entre nous. » La recherche des origines de Chloé révéla une histoire triste, mais éclaircissante. Elle avait été abandonnée bébé par une mère adolescente qui n'avait pas les moyens de l'élever. La grand-mère paternelle s'en était occupée jusqu'à ses 8 ans, lorsqu'elle décéda, laissant Chloé seule au monde. « Alors j'ai toujours été seule pour de vrai », commenta Chloé après avoir découvert son histoire. « Non, ma fille, tu n'as jamais été seule. Ta grand-mère t'a aimée, et maintenant, nous t'aimons, » dit Sophie en l'étreignant. « Et tu ne seras plus jamais seule, » compléta Antoine. La découverte de ses origines apporta la paix à Chloé, qui put finalement comprendre son histoire personnelle et valoriser encore plus la famille qu'elle avait construite. Pendant le lycée, Chloé se distingua académiquement, notamment dans les matières liées aux sciences sociales et à la psychologie. Ses professeurs commentaient fréquemment sa maturité émotionnelle et sa capacité de leadership. « Chloé a un potentiel incroyable pour travailler avec les gens », commenta la conseillère d'orientation lors d'une réunion de parents. « Elle fait preuve d'une empathie et d'une sagesse bien au-delà de son âge. Elle a traversé des expériences qui ont forcé cette maturité, » expliqua Sophie. « Et maintenant, elle veut utiliser ces expériences pour aider d'autres personnes, » compléta Antoine avec fierté. Les jumeaux, maintenant âgés de 9 ans, étaient devenus des enfants sûrs et affectueux. Ils maintenaient le lien spécial avec Chloé, mais avaient également des relations saines et normales avec Antoine et Sophie. Gabriel développa un intérêt pour le sport, notamment le football, et montrait un talent naturel pour diriger les autres enfants. Louise était plus introspectif, aimait lire et dessiner, et démontrait une sensibilité artistique. « Maman, quand je serai grand, je veux aider les enfants comme le fait sœur Loulou, » dit Louis un après-midi. « Et moi, je veux être footballeur et donner de l'argent aux enfants pauvres, » compléta Gabriel. Sophie sourit en voyant comment les valeurs de la famille se transmettaient naturellement aux enfants. Au 5e anniversaire de la réunification, Antoine prit une décision importante. Il vendit sa participation dans le cabinet de conseil et utilisa l'argent pour créer une organisation à but non lucratif axée sur la réunification familiale. « Pourquoi as-tu fait ça ?» demanda Sophie, surprise par la décision drastique de son mari. « Parce que j'ai découvert quel est mon but dans la vie. Combien de familles traversent la même chose que nous avons traversé? Combien d'enfants sont perdus dans le système? Combien de Chloé sont là, prenant soin d'enfants parce que les adultes ont échoué? » La décision entraîna des changements financiers pour la Littré. Famille, mais tous soutinrent Antoine. Chloé, surtout, fut émue d'apprendre que son histoire avait inspiré une organisation entière. « Oncle Antoine, ça veut dire que plus de familles vont se retrouver ?» demanda-t-elle. « Ça signifie que nous allons essayer d'aider d'autres familles à ne pas traverser les 3 années de séparation que nous avons traversées. » L'organisation grandit rapidement, traitant des cas de séparation familiale par bureaucratie, documentation irrégulière et même des enlèvements administratifs par des membres de la famille malveillants. Sophie devint directrice du soutien psychologique de l'organisation, se spécialisant dans l'aide aux parents qui avaient perdu leurs enfants et aux enfants qui avaient été séparés de leur famille. Chloé commença à participer comme bénévole les week-ends, même si elle n'était encore qu'adolescente. Son expérience unique la rendait particulièrement efficace pour parler avec des enfants traumatisés. Chloé a un don spécial pour gagner la confiance des enfants qui se méfient des adultes, commenta Sophie lors d'une réunion de l'équipe. C'est parce qu'elle comprend ce qu'ils ressentent. Elle est passée par là. Pendant l'une de ses sessions de bénévolat, Chloé rencontra une fillette de 8 ans qui avait été séparée de ses parents par un malentendu bureaucratique similaire à celui qui était arrivé aux jumeaux. « Comment as-tu réussi à t'occuper de tes frères toute seule ?» demanda la fillette, Valérie. « Parce que je les aimais plus que n'importe quelle difficulté, » répondit simplement Chloé. « Et tes vrais parents sont apparus ?» « Oui, ils sont apparus, et maintenant, nous sommes une famille encore plus grande et plus forte. » Valérie regarda Chloé avec un espoir renouvelé. « Tu crois que mes parents vont me retrouver aussi ? J'en suis sûr. Et jusqu'à ce qu'ils arrivent,
Nous allons prendre soin de toi. Des cas comme celui de Valérie devinrent routine dans la vie de la famille. Leur maison accueillait souvent temporairement des enfants séparés de leur famille, devenant un refuge sûr pour les mineurs en situation de vulnérabilité. Les jumeaux grandirent habitués à partager l'espace et l'attention de leurs parents avec d'autres enfants dans le besoin, développant naturellement un sens de la solidarité et de la compassion. « Gabriel, Louis, ça ne vous dérange pas d'avoir toujours d'autres enfants ici à la maison ?» demanda Antoine un soir. « Nous aimons bien, » répondit Louis. « C'est amusant d'avoir toujours quelqu'un avec qui jouer. Et sœur Loulou est heureuse quand elle aide les autres enfants, » compléta Gabriel. L'organisation d'Antoine gagna une reconnaissance nationale lorsqu'elle réussit à réunifier 40 familles au cours de sa première année de fonctionnement. Il fut invité à donner des conférences dans des universités et des événements sur la politique sociale. « Antoine, vous êtes devenu un expert en réunification familiale », commenta un journaliste lors d'une interview. « En réalité, ma fille Chloé est la véritable experte. Elle m'a tout appris sur le fait de ne jamais abandonner une famille. » Pendant l'interview, Antoine raconta publiquement l'histoire de comment ils avaient trouvé les jumeaux, faisant de Chloé une figure connue dans le domaine des droits des enfants. Plusieurs universités offrirent des bourses d'études à Chloé, impressionnée par son histoire et son travail bénévole. Elle choisit la psychologie avec une spécialisation en développement de l'enfant. « Pourquoi la psychologie ?» demanda l'intervieweur de l'université. « Parce que je veux comprendre comment aider les enfants à se remettre des traumatismes. Je veux qu'ils sachent qu'il est possible d'être heureux même après avoir traversé de mauvaises choses. » Pendant l'université, Chloé continua de vivre avec la famille et de travailler dans l'organisation. Sa routine incluait des cours le matin, du travail bénévole l'après-midi et du temps avec ses frères cadets le soir. Les jumeaux, maintenant âgés de 12 ans, étaient devenus des adolescents équilibrés et responsables. Ils aidaient activement dans l'organisation, notamment dans les activités récréatives avec les enfants plus jeunes. « Chloé, tu crois que nous sommes devenus de meilleures personnes grâce à tout ce que nous avons traversé ?» demanda Louise un après-midi. « Je crois que nous avons traversé des difficultés qui nous ont appris ce qui est vraiment important dans la vie, » répondit-elle. « Et qu'est-ce qui est le plus important ? La famille. Peu importe si c'est la famille de sang ou la famille choisie, ce qui compte, c'est d'avoir des personnes qui t'aiment vraiment et que tu aimes aussi. » Chers auditeurs, si vous appréciez l'histoire, profitez-en pour laisser votre like et surtout, vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup, nous qui commençons maintenant. Continuons. Dans la 6e année après la réunification, la famille reçut une nouvelle inattendue. Une journaliste d'investigation avait découvert un réseau beaucoup plus vaste d'adoptions irrégulières, dont leur cas n'avait été qu'une petite partie. « Antoine, tu dois voir ça », dit Sophie en lui montrant le reportage dans le journal. L'enquête révélait que des dizaines de familles avaient été séparées par des méthodes similaires à celles utilisées par Madame Geneviève. Beaucoup d'enfants étaient encore perdus dans le système et beaucoup de parents cherchaient toujours des enfants disparus. « Cela signifie que nous pouvons aider beaucoup plus de familles », dit Antoine, voyant une opportunité d'étendre le travail de l'organisation. Le reportage apporta des centaines de nouveaux cas à l'organisation, mais aussi des ressources et le soutien d'autres entités. L'histoire de la famille Leroy devint un symbole d'espoir pour les parents qui avaient perdu leurs enfants. Chloé, maintenant âgée de 19 ans et en 3e année de psychologie, décida de faire sa thèse de fin d'études sur la résilience chez les enfants séparés de leur famille. « Professeur, je veux étudier comment certains enfants parviennent à maintenir l'espoir et la capacité d'aimer même après des traumatismes sévères », expliqua-t-elle lors du tutorat. « Et as-tu une expérience personnelle avec ce sujet ?» demanda la tutrice. « J'en ai, et j'ai rencontré beaucoup d'autres enfants qui ont traversé des situations similaires. La recherche de Chloé inclut des entretiens avec des dizaines d'enfants qui avaient été séparés de leur famille. Elle découvrit des modèles intéressants sur les facteurs qui aidaient à la récupération émotionnelle. « Quelle est la chose la plus importante que tu aies découverte ?» demanda Sophie en lisant l'ébauche de la thèse. « Que la présence d'au moins une personne qui démontre un amour inconditionnel est le facteur le plus important pour la récupération. Peu importe si c'est le père, la mère, le frère, la grand-mère, le voisin. Ce qui compte, c'est d'avoir quelqu'un. Et dans ton cas, qui a été cette personne ? » « Ce furent les jumeaux, » répondit Chloé sans hésiter. « Prendre soin d'eux m'a donné un but et m'a fait me sentir aimé. Ils m'ont sauvé autant que je les ai sauvés. » La thèse de Chloé fut considérée comme exceptionnelle et publiée dans une revue scientifique, apportant une reconnaissance académique à son travail. Lors de la remise des diplômes de Chloé en psychologie, toute la famille était présente au premier rang. Antoine, Sophie, les jumeaux, Madame Dubois,
maintenant considérée comme grand-mère honoraire, et plusieurs enfants que Chloé avait aidés au fil des ans. Chloé Leroy appela le parrain lorsqu'arriva son tour de recevoir le diplôme. Elle marcha jusqu'à la scène sous des applaudissements chaleureux, portant non seulement sa propre fierté, mais les attentes et les rêves de tous ceux qui avaient cru en elle. Dans son discours en tant que diplômée, elle parla de famille, de résilience et de seconde chance. Il y a 10 ans, j'étais une enfant de la rue qui a trouvé 2 enfants abandonnés. Aujourd'hui, je suis psychologue diplômé. J'ai une famille qui m'aime, et je travaille pour aider d'autres familles à se retrouver. Ceci n'a été possible que parce que certaines personnes ont cru que chaque enfant mérite de l'amour, et chaque famille mérite une seconde chance. Isof. Offer. Insof. Amastak. Iso not afford. Le discours émut tout le public, mais surtout Antoine et Sophie, qui connaissaient intimement le chemin parcouru jusqu'à ce moment. Après la remise des diplômes, Chloé fut officiellement embauchée par l'organisation d'Antoine, devenant la psychologue responsable de l'aide aux enfants et aux familles. Son premier cas en tant que professionnelle fut une situation presque identique à sa propre histoire. Une fillette de 9 ans s'occupant d'un frère cadet après que les deux aient été abandonnés. « Comment as-tu réussi à prendre soin de ton frère toute seule ?» demanda Chloé lors de la première séance. « C'est mon frère. Je ne pouvais pas laisser quelque chose de mal lui arriver, » répondit la fillette, répétant les mêmes mots que Chloé avait dit des années auparavant. « Et parfois tu te sens fatigué ?»« Oui, mais quand il me sourit, j'oublie la fatigue. » Chloé travailla patiemment avec la fillette et son frère, les aidant à s'adapter à la vie dans une famille adoptive temporaire en attendant de retrouver leurs parents biologiques. Le succès de ce premier cas établit la réputation de Chloé comme spécialiste dans le travail avec les enfants qui avaient assumé des responsabilités prématurées pour d'autres membres de la famille. Les jumeaux, maintenant âgés de 15 ans, étaient devenus des adolescents socialement conscients. Gabriel se distinguait au football de l'école, mais utilisait sa popularité pour promouvoir des campagnes de collecte de fonds pour l'organisation de la famille. Louis développa un talent pour les arts visuels et créait des matériaux graphiques pour l'organisation, y compris des affiches et des dépliants informatifs. « Maman, on pourrait faire une exposition d'art à l'école sur les familles réunifiées ?» demanda Louis un après-midi. « Quelle idée incroyable !» répondit Sophie. « Nous allons en parler à ta directrice. » L'exposition fut un succès, montrant à travers des dessins et des peintures les histoires de plusieurs familles qui s'étaient retrouvées grâce au travail de l'organisation. La répercussion de l'exposition amena d'autres écoles à solliciter des présentations similaires, transformant les jumeaux en jeunes ambassadeurs de la cause de la réunification familiale. Au 10e anniversaire de la réunification, la famille organisa une célébration encore plus grande. Cette fois, plus de 200 personnes y assistèrent, y compris des familles qui avaient été réunifiées à travers l'organisation, des professionnels du domaine social, des autorités locales et des représentants d'organisations internationales. « Il y a 10 ans, une fillette courageuse a sauvé mes fils », dit Antoine dans son discours d'ouverture. « Aujourd'hui, des centaines de familles sont ensemble, parce qu'elle nous a appris que nous ne devons jamais abandonner ceux que nous aimons. » Chloé, maintenant âgée de 21 ans, et considérée comme l'une des jeunes psychologues les plus prometteuses de la région, fut honorée d'une plaque commémorative. « Chloé, aimerais-tu dire quelques mots ?» demanda le présentateur de la cérémonie. Elle monta sur scène et regarda la foule, voyant des visages de personnes dont les vies avaient été touchées par son histoire. « Il y a 10 ans, je croyais que je sauvais 2 enfants. En réalité, ce sont eux qui m'ont sauvé. Ils m'ont donné une famille, un but, et m'ont appris que l'amour est la force la plus puissante qui existe. » Le discours fut interrompu plusieurs fois par des applaudissements émus. Dans l'audience, des centaines de personnes pleuraient en se remémorant leur propre parcours de séparation et de réunification. « Aujourd'hui, je veux faire une nouvelle annonce, » continua Chloé. « Nous créons la fondation Adèle Espérance, qui travaillera internationalement pour réunifier les familles séparées par des conflits, des catastrophes naturelles et des situations de vulnérabilité. » L'annonce surprit même les proches. Le public éclata en applaudissements qui durèrent plusieurs minutes. Après l'événement, des journalistes de plusieurs pays interviewèrent Chloé sur les plans de la Fondation internationale. « Docteur Chloé, pourquoi avez-vous décidé d'étendre le travail internationalement ? » Parce que la séparation familiale est un problème mondial. Il y a des enfants perdus et des familles détruites sur tous les continents. Si nos méthodes peuvent aider, nous avons la responsabilité de les partager. Et comment se sent votre fille Adèle d'être l'inspiration pour le nom de la Fondation ? Adèle est encore trop petite pour le comprendre complètement, mais elle grandit en sachant que faire le bien est la chose la plus importante dans la vie.
J'espère qu'un jour elle sera fière de prêter son nom à une cause aussi importante. La Fondation Adèle Espérance fut lancée officiellement 6 mois après, avec son siège en France et des bureaux dans 10 pays. Chloé devint directrice internationale, voyageant à travers le monde pour mettre en œuvre des programmes de réunification familiale. Pendant un voyage en Afrique, elle rencontra Amara, une fillette de 11 ans qui s'occupait de 4 frères cadets après que ses parents aient disparu pendant un conflit civil. « Comment réussis-tu à t'occuper d'eux tout seul ?» demanda Chloé à travers le traducteur. « Ils sont ma famille. Je dois prendre soin d'eux », répondit Amara, utilisant presque exactement les mêmes mots que Chloé avait utilisés 21 ans auparavant. Travailler avec Amara rappela des souvenirs intenses à Chloé. Elle vit en elle-même à 10 ans, une petite fille assumant d'énormes responsabilités par amour pur. « Amara, tu es très courageuse, mais tu ne devrais pas avoir à tout porter seule, » dit Chloé. « Mais si je ne m'occupe pas d'eux, qui le fera ?» demanda la fillette. La question résonna dans le cœur de Chloé, lui rappelant ses propres peurs et insécurités lorsqu'elle avait décidé de prendre soin des jumeaux. Le travail avec Amara aboutit à la réunification d'elle et de ses frères avec des membres de la famille qui avaient été portés disparus, mais qui étaient vivants dans un camp de réfugiés à 200 km de distance. « Tante Chloé, tu as été l'ange qui a ramené notre famille, » dit Amara le jour de la réunification. « Amara, tu as été l'ange de ta famille bien avant que j'arrive ici, » répondit Chloé, émue. Des cas comme celui d'Amara se multiplièrent à mesure que la Fondation étendait ses activités. En 5 ans, plus de 2000 familles furent réunifiées dans 15 pays. Adèle, maintenant âgée de 10 ans, le même âge que Chloé avait lorsque tout avait commencé, commença à montrer de l'intérêt pour le travail de sa mère. « Maman, pourquoi y a-t-il tant d'enfants perdus dans le monde ? Parfois, de mauvaises choses se produisent qui séparent les familles, mon amour. Guerre, pauvreté, des personnes méchantes qui font de mauvaises choses. Et tu aides ces familles à se retrouver. Oui, nous travaillons pour que chaque enfant ait une famille qu'il aime. Quand je serai grande, je pourrai travailler avec toi ?» Chloé sourit, voyant en sa fille la même sensibilité qui avait guidé sa propre vie. « Si c'est ce que tu veux, bien sûr, mais tu peux choisir tout ce qui te rend heureuse. Je crois que prendre soin des familles nous rend heureux. Tout le monde dans notre famille fait ça. » L'observation perspicace d'Adèle fit réfléchir Chloé sur la façon dont le but de la vie était devenu une caractéristique familiale transmise à travers les générations. Au 25 anniversaire de la réunification, la famille reçut un hommage spécial du gouvernement fédéral. Le prix Chloé Leroy Santos de la réunification familiale fut créé, qui serait remis annuellement à des personnes ou des organisations qui se distingueraient dans ce domaine. « Comment vous sentez-vous d'être ainsi immortalisé dans un prix national ?» demanda un journaliste pendant la cérémonie. « Nous nous sentons honorés, mais aussi responsables, » répondit Chloé. « Ce prix n'est pas à propos de nous. Il s'agit de reconnaître que réunifier les familles est l'une des choses les plus importantes que nous puissions faire en tant que société. » Antoine, maintenant âgé de 62 ans, annonça pendant la cérémonie qu'il prenait sa retraite de la direction de l'organisation pour se consacrer entièrement à ses petits-enfants, Adèle et les enfants de Gabriel et Louis. « J'ai déjà fait ma part. Maintenant, il est temps que mes enfants continuent le travail et que ma génération se consacre à élever des petits-enfants conscients et aimants. » Sophie, à 59 ans, annonça également une semi-retraite, ne conservant que la supervision générale des projets. « Nous avons créé une organisation qui ne dépend plus de nous. Cela signifie que le travail continuera même lorsque nous ne serons plus là. » Gabriel assuma la direction juridique de l'organisation. Louis devint directeur exécutif et Chloé conserva la direction de la Fondation internationale. « Croyez-vous pouvoir maintenir le travail au même niveau ?» demanda un journaliste. « Nous espérons faire encore mieux », répondit Gabriel. « Nous avons grandi en voyant ce travail depuis notre plus jeune âge. C'est dans notre ADN. Et nous avons l'avantage d'avoir vécu dans notre chair ce que signifie être séparé de la famille puis réunifié, » compléta Louis. La transition générationnelle fut douce et naturelle. Les enfants, qui avaient été sauvés par une enfant de la rue, devinrent des leaders nationaux dans la réunification familiale. Adèle, maintenant âgée de 15 ans, commença à participer activement au projet de la famille pendant les vacances scolaires. Elle démontrait un talent particulier pour travailler avec les adolescents qui avaient assumé des responsabilités prématurées pour des frères et sœurs cadets. « Adèle a une connexion spéciale avec ces jeunes », observa Chloé, lors d'une réunion de l'équipe. « Ils lui font confiance d'une manière qu'ils ne font pas confiance aux adultes. » Peu. Est-ce parce qu'elle comprend la pression de grandir dans une famille dédiée à aider les autres, suggéra Thibault. Pendant une session de thérapie de groupe pour adolescents aidants,
Adèle parla de sa propre expérience. J'ai grandi dans une famille où tout le monde travaille pour réunir d'autres familles. Parfois, c'est beaucoup de poids, car nous savons qu'il y a beaucoup de gens qui dépendent de notre travail. Mais c'est aussi très spécial, car nous voyons des miracles se produire chaque semaine. Et vous ne vous lassez jamais de tant de problèmes des autres? Demanda un garçon de 16 ans qui s'occupait de 3 frères et sœurs. Oui, nous nous fatiguons. Ma mère pleure parfois quand un cas ne se passe pas bien. Mes oncles se frustrent parfois avec la bureaucratie. Mais nous n'abandonnons jamais, car nous savons que de l'autre côté, il y a des familles qui attendent de se retrouver. La maturité émotionnelle d'Adèle impressionnait les thérapeutes les plus expérimentés de l'équipe. Au 30e anniversaire de la réunification, la famille organisa une célébration différente. Au lieu d'un grand événement public, ils firent une réunion intime au cimetière où tout avait commencé. Seuls les membres de la famille nucléaire étaient présents. Antoine et Sophie, maintenant grands-parents de 7 petits-enfants. Chloé et Thibaut avec Adèle, maintenant âgée de 20 ans et étudiante en psychologie. Gabriel et son épouse avec 2 enfants. Louis et son épouse avec 3 enfants. Et Madame Dubois, maintenant âgée de 95 ans, en fauteuil roulant, mais encore lucide et affectueuse. 30 ans, dit Antoine, regardant la tombe qui servait maintenant seulement de mémorial. Qui l'aurait imaginé? Une fillette courageuse l'a imaginé, répondit Sophie, souriant à Chloé. Je n'ai rien imaginé de tout ça, protesta Chloé. Je ne pouvais juste pas laisser ces enfants seuls. Et c'est exactement pour ça que tout s'est bien passé, dit Gabriel, maintenant âgé de 43 ans. Tu n'as pas pensé aux conséquences, tu as juste aimé. Et tu continues d'aimer, compléta Louis. Tu as sauvé des milliers de familles, mais tu traites encore chaque cas comme si c'était le premier. Adèle, qui avait choisi de suivre les pas de sa mère en psychologie, mais avec une spécialisation en trauma infantile, ajouta sa perspective de la nouvelle génération. Grand-père Antoine, grand-mère Sophie, croyez-vous que notre famille a changé le monde ou que le monde a changé notre famille? Antoine et Sophie se regardèrent, considérant la question profonde de leur petite fille. Je crois que c'était réciproque, répondit Sophie. Nous avons changé certaines choses dans le monde, mais le monde nous a définitivement transformés. Et le plus important, ajouta Antoine, c'est que ces transformations continuent de se produire. Vous, la nouvelle génération, allez trouver des problèmes que nous n'avons même pas imaginés, et vous devrez inventer de nouvelles solutions, mais toujours avec le même principe de base, dit Chloé. Ne jamais abandonner une famille, ne jamais accepter qu'un enfant reste seul. Toujours croire que l'amour trouve un chemin. Madame Dubois, qui était restée silencieuse pendant la conversation, demanda à parler. « Puis-je dire quelque chose, ma famille ?»« Bien sûr, grand-mère Dubois », répondirent tous à l'unisson. « J'ai beaucoup vécu. J'ai vu beaucoup de mauvaises choses et beaucoup de bonnes choses, mais je n'ai jamais vu un amour égal à celui qui existe dans cette famille. Vous avez pris une tragédie et l'avez transformée en bénédiction. Vous avez pris la douleur et l'avez transformée en guérison. Vous avez pris la séparation et l'avez transformée en union. » La voix de la vieille dame trembla d'émotion. « Et la chose la plus belle, c'est que vous n'avez jamais cessé d'aider d'autres personnes à faire la même transformation. Vous n'avez pas gardé le bonheur juste pour vous, vous l'avez partagé avec le monde entier. Il n'y eut pas Dieu sec dans ce cercle familial. 30 ans de parcours, de lutte, de victoire, de croissance, d'amour, se résumaient dans la sagesse simple, mais profonde, d'une dame qui avait été témoin de tout depuis le début. « Grand-mère Dubois, merci d'avoir aidé à prendre soin des enfants quand ils étaient petits, » dit Chloé, prenant la main ridée de la vieille dame. « Petite, merci à toi de m'avoir donné une famille. J'étais juste une vieille dame seule. Maintenant, j'ai des enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants. J'ai une énorme famille qui m'aime. Nous t'aimons, grand-mère, dit Adèle en embrassant le front de son arrière-grand-mère adoptive. Alors que le soleil se couchait sur le cimetière, la famille resta là, non pas en deuil mais en gratitude. Gratitude pour le voyage qu'ils avaient parcouru ensemble, pour les défis qui les avaient fortifiés, pour les moments de joie qu'ils avaient partagés, et pour la certitude que l'amour qui les unissait continuerait de se multiplier à travers les prochaines générations. Fin de l'histoire. Et alors, chers auditeurs, qu'avez-vous pensé de cette incroyable traversée d'amour, de perte et de retrouvailles? Comment vous sentiriez-vous si vous étiez Chloé, assumant tant de responsabilités à un si jeune âge? Ou si vous étiez Antoine et Sophie, découvrant que vous avez été trahis par quelqu'un de votre propre famille? Racontez-nous votre opinion dans les commentaires. Votre sincérité nous touche toujours. Croyez-vous que le pardon de Sophie à sa propre mère ait été la bonne décision? Laissez votre like si cette histoire a touché votre cœur et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires émouvantes que nous préparons spécialement pour vous.
Votre compagnie signifie tout pour nous. M.